Bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui M. Guy Bourassa, qui est président de Nemaska Lithium, qui est un projet de lithium près de Chibougamau, au Québec. On le reçoit dès maintenant. Bonjour, M. Bourassa. Bonjour. Bon, en fait, je peux pas dire que j'en connaissais long à propos de votre compagnie. J'ai souvent vu le titre, mais des fois, les titres, ça peut venir de n'importe où. C'est juste un symbole boursier. Vous êtes à quelle distance de Chibougamau? Notre projet est situé sur le long de la route du Nord, à 300 km au nord de Chibougamau. OK, donc vous allez vers le lac Albanel, puis après ça, vous filez vers... Non, on prend la route du Nord. Ah, la route du Nord, juste en haut de Chibougamau. Jusqu'en haut de Chibougamau. Kilomètre 276, plus le kilométrage pour la Chibougamau. 300 km du centre-ville de Chibougamau. On est à peu près à 25 km du centre-ville de Nemaska, la communauté Cri de Nemaska. À peu près 850 personnes qui restent là. L'aéroport aussi. L'aéroport de Némisco, où Air Québec vole 5 jours par semaine. Même le campement, il y a un relais routier au kilomètre 291 où nos équipes, quand on va travailler là, logent. Et moi, je le connais, ce chemin-là, pour l'avoir pris souvent. Moi, je l'appelle le chemin de Garnotte ronde. Oui. C'est du gravier, mais c'est tout du gravier rond comme des billes. Et ça revole, ça, quand on roule un peu vite là-dedans. Là, je sais, c'est mortel pour les bateaux. C'est mortel pour les pare-brises, mais c'est une belle route quand même. Oh, oui, oui. Écoute, c'est large à part de ça. Oui, oui. Dites-moi, la mine elle-même est rendue où en termes de... On a commencé à travailler sur ce projet-là à l'automne de 2009. Déjà, en 2011, on l'avait établi comme le deuxième plus important dépôt au monde, le deuxième plus riche, puis en tant qu'être plus précis, le premier plus important en termes de tonnes mesurées. Alors donc, on est le deuxième plus important projet de spodumène dans le monde, derrière le producteur d'Australie, de Talison Lithium. On l'a donc livré une première étude de préfaisabilité à l'été de 2011 qui prévoyait uniquement de faire un concentré qu'on allait envoyer en Chine. Parce qu'il faut savoir que la majorité, Canada Lithium est en train d'ouvrir une nouvelle usine, mais toutes les autres usines de transformation du spodumène sont en Chine. Alors donc, on envisageait initialement de vendre du concentré en Chine. Quand on a un peu plus réalisé l'ampleur du marché pour l'hydroxyde de lithium et la grande demande qui est en train de se démontrer pour les batteries rechargeables, on a décidé de modifier le plan d'affaires et d'ajouter la transformation. Alors donc, on a déposé une nouvelle étude de préfaisabilité à l'automne de 2012 avec la construction d'une usine de transformation pour l'hydroxyde et le carbonate à Salaberry de Valleyfield. Alors, OK, parlez-moi, la mine, est-ce que vous avez juste fait des limitations, là, fait des drillings à date, ou vous avez creusé, vous avez un pit ou quelque chose? Non, on n'a pas fait de pit, on n'a pas besoin parce que la pegmatite, qui est la roche mère où le spodumène se trouve, est une roche très, très dure. Alors, l'érosion des glaciers a fait que les hauts topographiques, donc, c'est une colline d'à peu près 50 mètres de haut, 1,5 km de long. On a fait, il y a à peu près 1 mètre de mort-terrain dans le maximum. Fait qu'on a fait des tranchées, on a fait du stripping, du décapage, et on a fait à peu près 23 000 mètres de forage. So, on est capable de délimiter sur 1,4 km la longueur du dépôt. On est capable d'établir, puis ça, c'est le côté exceptionnel de ce dépôt-là, sa largeur, son extrême largeur. 85 mètres de large pour une zone de spodumène, c'est non vu à travers le monde. C'est une exception de la nature. C'est ce qui en fait un gisement de classe mondiale, d'ailleurs. Relativement vertical, et on l'a identifié jusqu'à 520 mètres de profond. Les premiers 20 ans, qui sont dans l'étude économique préliminaire, on devrait miner à peu près jusqu'à 170 mètres. C'est à ciel ouvert, ça? C'est à ciel ouvert. Une belle, bien située, qui n'affecte pas de lac, qui n'affecte pas de rivière. Okay. Fait que ça facilite. Donc, vous avez fait des creusages, vous savez pas mal où vous en allez avec la quantité, un gros, énorme gisement. Oui. Vous prévoyez commencer à extraire ça quand? Principalement, de mettre ça dans des camions, là? C'est directement lié à l'obtention des certificats d'autorisation par le ministère de l'Environnement. Bien sûr. Alors donc, on est à l'heure actuelle dans tout le processus d'obtention, autant du fédéral que du provincial, des permis. Parce qu'une fois faite, une mine à ciel ouvert, ça prend pas grand-chose. Tu dynamites, tu remplis ça dans des camions, puis tu envoies ça, ou tu crunches ça en place? Oui, bien, ce qu'on va faire, on mine à peu près 1 million de tonnes par année, ce qui est prévu. Et on va le concentrer sur place. Donc, il va y avoir un concentrateur sur place. Broyer le roc, puis essayer de le séparer, puis on a un très, très bon taux de récupération. Et vous séparez ça comment? C'est plus lourd, plus léger? Oui, plus lourd et plus léger. Tu as un processus de flottation à la fin, mais on en discarte une bonne partie par uniquement de la séparation en média dense. Alors donc, c'est comme de l'eau avec un peu d'additif qui fait que les matières plus légères flottent, puis le reste
tu l'envoies dans le fond. Fait qu'on a à peu près 60% du matériel qui est récupéré uniquement par cette portion-là. La balance par flottation. Puis là, ça va être, donc le concentré va être chargé à l'intérieur sur des camions envoyés à une gare. À Chibougamau. C'est là qu'est la tête de train la plus proche pour nous. Alors, on met ça dans un centre de transbordement à Chibougamau, on met ça sur le CN, et on l'envoie à Salaberry Valleyfield, où, dans le parc industriel Perron, où on a acheté un terrain, il y a le service du rail. Alors donc, ça va être acheminé directement à l'usine. OK. Donc, mais vous allez le concentrer à la mine, en haut, pour avoir le moins de transport possible. Donc, quand il va partir un gros camion plein de ça, il va être rentable parce qu'il va avoir bien du stock dedans. C'est ça. Donner juste une petite différence. Si on se compare, mettons, avec les Chinois. Eux, leur source d'approvisionnement principale de spodumène vient de l'Australie. Le prix rendu chez eux est à peu près à 425$ la tonne de concentré de spodumène. Le même concentré de spodumène que nous, on va produire à Wabushi, qui est le nom du projet, quand il va arriver à Valleyfield, donc à la même place, avant de commencer la transformation, nous, il est à 265$ la tonne. Fait qu'en avant, il faut savoir que ça prend 200$ de moins qu'eux autres. 160$ de moins que eux autres, c'est en Australie, donc les coûts de... Non, ils prennent de l'Australie puis ils l'amènent en Chine. En Chine, après. Mais en Chine, il doit coûter moins cher à transformer que nous autres va nous coûter ici. Pas vraiment. Non? Pas vraiment, parce que c'est quand même, il y a beaucoup de transport à l'intérieur de la Chine. La majorité des usines sont situées dans le centre de la Chine. C'est à peu près 1500 km de transport. Alors donc, si tu veux réadresser les marchés avec les produits finaux à la fin, il faut que tu ressortes le 1500 km. Après ça, tu l'envoies en Corée, au Japon ou en Amérique du Nord ou en Europe. Alors donc, mais il faut savoir qu'on a 10 tonnes de concentré pour 1 tonne de produits finis. Alors, le 160$ d'écart, il est rendu 1600$ d'écart sur un produit qui va se vendre entre 6500$ et 8000$. Fait que tu as un avantage concurrentiel assez incroyable avec les Chinois. Vous avez une entente avec, ou en tout cas, je pense là, que vous avez une entente avec une compagnie ici à Montréal, mais juste avant, je voudrais que vous me parliez parce que c'est rare quelqu'un qui s'occupe du minerai jusqu'à la fabrication de quelque chose du côté du lithium. C'est quoi la chaîne alimentaire du lithium? Il y a 2 sources d'approvisionnement principales de composés de lithium dans le monde. Soit les saumures en Amérique du Sud, qui sont à peu près à 50 puis ça, c'est 3 gros joueurs. Ensuite, vous avez la transformation du minerai, qui se fait essentiellement en Chine. Ces gens-là transforment, comme nous on va faire, ils font un composé de lithium, soit du carbonate, soit de l'hydroxyde. Ça, c'est une des matières premières qui est utilisée par les fabricants de cathodes pour les batteries au lithium. Alors donc, dépendant de la chimie, dépendant du fabricant, dépendant de ses principaux intérêts, lui, il va prendre soit du carbonate, soit de l'hydroxyde. Ensuite, lui, il va avoir une cathode. Maintenant, la batterie, il y a la cathode, puis il y a l'anode, puis il y a tout le reste de la batterie. Le fabricant de batterie est au-dessus du fabricant de cathode. Le fabricant de cathode, lui, il vend à différents fabricants de batteries. Ouais. Très rare les compagnies de fabrication de batteries qui sont complètement intégrées jusqu'à fabriquer les cathodes. La raison fort simple, c'est que tu as différentes applications optimales pour différents types de cathodes. Alors, tu ne veux pas être obligé de développer tout ça, de 2 semaines avoir des sous-traitants qui te donnent la meilleure cathode que tu as besoin pour une application. Quelle est la différence entre une compagnie comme vous et Canada Lithium? Canada Lithium, eux autres, il me semble que c'est du carbonate qu'ils fabriquent, qu'ils veulent fabriquer. Les 2 plus récents fabricants ou nouveaux joueurs fabricants à partir du spodumène, vous avez Galaxy Resources en Chine, qui avait une petite mine en Australie, et Canada Lithium. Les 2 ont pris le procédé, je dirais ancien, là, le plus vieux procédé, de fabrication de carbonate de lithium par précipitation par soda H, avec du soda H. Ça, c'est le procédé qu'ils prennent. Donc, le premier produit qu'ils ont, c'est un carbonate de lithium impur, qui par la suite est purifié pour atteindre certains degrés de qualité. Si ensuite... En dioxyde, non? Non. Après? Non. Ils sont en carbonate. S'ils veulent le transformer après ça, il y a une autre ligne de procédé pour le retransformer en hydroxyde. Alors là, tu as un coût additionnel. Nous, on s'est dit, pourquoi arriver comme le 13 ou le 14e nouveau joueur dans un minerai industriel à travers le monde? Pourquoi s'en aller dans le carbonate alors que notre vision et notre compréhension du futur des batteries rechargeables, c'est l'utilisation de l'hydroxyde au lieu du carbonate? À l'heure actuelle, l'hydroxyde, il y a juste 4 fabricants d'hydroxyde dans le monde. L'hydroxyde se vend à peu près 1000 à 1500 $ de plus que le carbonate. Qualité identique pour les batteries. C'est plus efficace? Oui.
Oui, puis je vais vous faire juste une petite démonstration. L'ion de lithium sous forme d'hydroxyde, c'est une bille. L'ion de lithium en carbonate, c'est un flocon. Physiquement, l'ion de lithium dans une batterie rechargeable, il se promène, il bouge vraiment à l'intérieur de la batterie, de la cathode vers l'anode lorsqu'elle décharge. Lorsqu'il est rechargé, il retourne. Alors, tous ces ions-là... Une batterie ion, là, oui, ça bouge. Lithium-ion rechargeable, quand ouais. ça se décharge, ça s'en va à la cathode. Quand vous la rebranchez pour la... Physiquement, tous ces petits ions-là retournent. Alors donc, vous pouvez imaginer que des billes, évidemment, lorsqu'elles se c'est pour ça qu'elle est rechargeable, parce qu'il peut aller par là, puis par là, oui, c'est ça, exactement. Okay. Mais justement, physiquement, ça bouge. Alors, quand ça bouge, une bille, ça va se briser beaucoup moins qu'une série de flocons avec des grands angles qui vont se briser, de sorte que, pour la même... Puis en plus, quand vous allez tout compresser ces ions-là dans un volume de batterie, vous allez avoir plus de facilité à remplir les vides avec des sphères, avec des billes qu'avec des flocons. Alors donc, vous avez une batterie qui a une meilleure densité, qui a un meilleur cycle de vie, parce que l'intégrité de votre ion est beaucoup plus grand avec l'hydroxyde. C'est pour ça que la nouvelle chimie, les nouveaux développements des cathodes pour les vraies plus grosses batteries rechargeables, véhicules, entreposage d'énergie, toutes ces choses-là, préfèrent prendre l'hydroxyde. Pour des raisons que vous avez données, de densité, puis de tout ça. Oui. OK. Vous êtes comment loin là, de démarrer des opérations? Vous avez 130 millions d'actions dans votre compagnie? Oui. Relativement petite capitalisation si on regarde comparé aux autres joueurs dans le même exercice. On est à peu près à 4-5 mois de déposer notre étude de faisabilité définitive. Puis ensuite, on espère à peu près à 7-8 mois d'avoir complété tous les permis de certificat d'autorisation avec le fédéral et le provincial. À partir de là, on aura une décision de construction à prendre. Je vous écoutais parler tantôt du Stornoway, où on regardait le graphique. Vous êtes exactement dans la même situation avec nous dans l'année. Vous n'êtes pas loin d'eux autres en passant? Non, c'est ça. Les autres sont plus vers l'est. Puis il a fallu qu'ils se bâtissent une route. Nous, on est à 500 mètres de la route. Alors, mais effectivement, on est dans un creux normal d'une compagnie qui passe de l'exploration au développement et à la construction. Avez-vous vous, les autres, ils prennent le lithium, ils font du carbonate, puis après, ils font du dioxyde. De l'hydroxyde. De l'hydroxyde, pardon. Ils font de l'hydroxyde. Moi, je ne suis pas chimique. Non, ils ne le font pas. Ils aimeraient bien. Mais ils ont bâti des usines pour faire du carbonate. Faire du carbonate. Vous allez directement faire de l'hydroxyde. De l'hydroxyde. Avez-vous un brevet, un procédé spécial? On a développé un procédé, des procédés particuliers. On a, je crois, à l'heure actuelle, un peu plus de 4 brevets en instance, des demandes qui ont été déposées. C'est un beau procédé qui utilise l'électrolyse membranaire, qui est une technologie éprouvée dans le chloralkali, entre autres, mais qui n'a jamais été utilisée pour le lithium. La raison est fort simple. Comme je vous le disais, il y a 2 sources principales d'approvisionnement ou de fabrication de composés, soit en Amérique du Sud, où il n'y a pas d'électricité, soit en Chine, où il n'y a pas plus d'électricité. Alors donc, la nécessité étant la mère des inventions. Justement, Mme Marois nous a à vendre là, beaucoup à rabais à part de ça. Ça va nous faire plaisir de diminuer ce fardeau-là. Donc, c'est un projet qui pourrait... Donnez-moi une date approximative d'avoir une usine. Bien, on a 2 choses qui marchent en parallèle. Si on parle de tout le projet commercial, on parle de la construction d'une usine 2015, avec début de l'opération fin 2015, début 2016. Dans le meilleur des mondes. Puis parlez-moi de la compagnie, parce que notre temps, chef, il me reste presque plus de temps. Parlez-moi de la compagnie qui est déjà fabrique des cathodes. Vous parlez de Fostec Lithium à Candiac. On a annoncé aussi à l'automne de 2012 une entente de collaboration avec eux. Ils s'approvisionnent à l'heure actuelle sur le marché mondial en hydroxyde. Ont également un rejet sous forme de sulfate de lithium, dans lequel ils ne peuvent pas récupérer les unités de lithium qu'ils ont pourtant payées. Alors donc, on a développé 2 choses avec eux. Un, on est en train de vouloir bâtir une usine de démonstration d'à peu près 500 tonnes par année de capacité. Ils vont prendre la matière première qu'on va produire. Et nous, on va utiliser leur rejet pour voir si notre procédé n'est pas capable de leur permettre de récupérer ces unités-là. Si ça marche, on installe et on leur vend une licence pour qu'ils soient capables d'augmenter l'efficacité de leur processus. Est-ce qu'ils vous aident financièrement pour ça? Non, ils ne nous aident pas financièrement pour ça. Honnêtement, j'ai peut-être été un peu
un peu trop prétentieux sur notre capacité de financer à l'automne de 2012, début 2013. Et on n'a pas voulu jouer avec les délais corporatifs. Clariant, parce que Fostec, c'est maintenant Clariant Canada. Clariant, c'est une immense compagnie internationale. Les délais corporatifs pour être capable d'obtenir des approbations d'investissement de ce type-là sont très, très longs. Alors, on fait les deux choses en parallèle. On avance notre dossier, mais on a des discussions avec eux sur la meilleure façon d'optimiser leur processus et qu'eux nous aident financièrement. En quelque part, allez-vous faire partie de l'électrification du Québec? Ah, c'est clair. C'est clair parce que, comme je vous l'expliquais, on a 1600 pièces d'écart minimum avec l'approvisionnement chinois. Notre hydroxyde va être plus bas que n'importe quel autre producteur au monde, incluant les brines dans l'Amérique du Sud. Alors donc, on a à l'heure actuelle au Québec Batium et Fostec, qui sont tous les deux impliqués dans la fabrication d'unités pour les batteries. Alors donc, est-ce qu'on a si tout on est au capable, Québec? oui, absolument. On a tout pour fabriquer des batteries? Absolument. Puis là, on va avoir encore plus pour être capable d'inviter des fabricants de batteries à venir s'installer, parce que là, on va avoir un approvisionnement sécuritaire à courte distance. Bien, M. Bourassa, ça passe trop vite. On avait beaucoup à faire. On va vous inviter à revenir. J'allais vous dire, vous me réinviterez. Ben oui, à mesure que vos développements arriveront. Ça me semble très intéressant et je vais me coucher moins niaiseux à soir. J'en ai appris encore sur le lithium aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Au revoir.